Lost World, c'est un monde perdu, donc. L'idée, c'est de chercher des lieux très isolés. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi des endroits où il va y avoir une biodiversité extrêmement riche, des lieux de vie extrêmement intenses. Donc voilà, ça fait partie des hotspots de biodiversité, des lieux où on a le plus de chances de trouver des tas et des tas et des tas de nouvelles espèces. Et un point où il y a des menaces, pas forcément immédiates, mais à court et moyen terme. Et là, c'est tout à fait le cas de ce massif de Matarambeau, qui est donc perdu sur une des branches sud-est de l'île de Sulawesi. C'est un massif, quand on regarde les images satellites, qui n'a aucune trace de passage moderne. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de village à l'intérieur du massif. On n'est pas dans un milieu qui est exploité du tout. Et voilà, moi mon rêve c'est d'essayer de protéger ce genre de milieu-là, de massifs de montagne. C'est pas toujours des massifs de montagne, hein, ça peut être des forêts isolées au fin fond du Gabon ou du Zaïre. Mais ça va être des coins comme ça, extrêmement difficiles d'accès, extrêmement riches et menacés. Donc là, nous, on fait de la recherche scientifique de dernière minute, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver le savoir qui était un savoir local, mais qui n'a pas été transmis de manière académique, pour ensuite aller demander la protection parce que, encore une fois, on n'est malheureusement pas dans un Lost World pour tout le monde. Il y a des enjeux ici qui sont très forts. Il y a probablement des plantes médicinales qui vont être utilisées ou exploitées un jour ou l'autre. Parce que là, on voit, il y a plein de toutes petites fourmis qui se baladent dedans. Elles sont au-dessus et en fait, elles vivent dedans. Donc si tu vois, il y a plein de petits trous. Là, on devrait en voir par ici. Ouais, ça fait des galeries partout. Là, voilà. Et l'intérieur, c'est parcouru de galeries et les fourmis les habitent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la plante elle-même qui fait les galeries. C'est pas la fourmi qui creuse. La fourmi ne creuse pas, elle habite seulement. D'accord. Il y a du ciment qui peut être exploité de ce genre de rochers. Il y a des ressources aquatiques. Là, on est vraiment dans des réservoirs de flotte qui vont être exploités à un moment ou à un autre. On sait bien que l'eau est le point clé des futurs conflits de toute la planète. Et sous les massifs sédimentaires, notamment carbonatés comme celui-là, il y a très souvent du pétrole. Donc voilà, ça fait encore partie des menaces qui pèsent sur ce milieu magique. On a utilisé la rivière qui était un moyen, le seul moyen de faire un transect naturel du massif. Alors il faut imaginer ici qu'on est dans un gruyère, un énorme gruyère, où tous les moindres blocs là sont percés de trous, de galeries, de trucs. Et donc nous, quand on progresse là-dessus, on se découpe les pieds, on se découpe les mains, on se découpe les tibias, les genoux et tout ça, les fringues, les sacs à dos. C'est un hachoir naturel qui fait 60 km de long sur 20 km de large. Et c'est hyper dangereux. Gigantesque. Et ici, ça n'est plus rien. Il y a un poulpe géant.
puis au fur et à mesure de la descente, un petit symbole, une petite céramique qu'on trouve, donc un petit morceau de peau qui est là. Et puis un peu plus loin, une autre grotte où on trouve des pirogues dessinées, puis un monsieur tout droit avec un grand épi sur la tête, avec des fanions comme ça. C'est pas encore exactement ce que ça représente, mais ça devient déjà génial de voir des traces de vie humaine dans ces endroits paumés, complètement paumés. Et visiblement, on a une composition, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de dessins qui racontent une histoire. Et très probablement qui racontent un mythe fondateur du groupe des Tolaki, qui étaient les habitants autochtones de cette région depuis à l'arrivée des Austronésiens. Donc c'est probablement un rituel qui raconte aux jeunes générations le mythe fondateur du clan, du groupe. Comment ils sont venus en bateau, comment ils ont traversé les mers et comment aujourd'hui ils vivent. Alors c'est décidé probablement au cours d'une cérémonie chamanique, parce que cet animal qui représente la mer, qui est peut-être un scolopendre géant, il est également avec des mouvements ondulés qui rappellent vraiment les types de dessins qu'on retrouve dans les peintures chamaniques. Et alors là, on a un animal, un personnage animal. En fait, le grand chef, là, celui qui a ses 38 plumes, il a des cornes de cerf. Et le propre du chamanisme, c'est de se transformer dans un animal. Donc on aurait peut-être là, ici, celui qui a fait son rêve initiatique, son voyage cosmologique, qui est devenu un cervidé. On a une histoire, c'est évident. Et c'est des peintures qui peuvent avoir... de toute façon, c'est des peintures austronésiennes, donc ça peut avoir 3500, 2000 ans. Et puis un peu plus loin, on tombe sur une grotte avec tout un mur peint de mains négatives. C'est extraordinaire à voir. Autant, c'est marrant, hein, ça fait pas le même effet exactement de voir un dessin que de voir une main ou de voir une empreinte de quelqu'un. Tu projettes une peinture, tu enlèves la main. Et puis là, au dernier moment, l'avant-dernier jour de l'expédition. Ouf, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Luc, ça c'est classe. Oh, on a bien fait de choisir ça. Voilà, là, au niveau archéo, on a un aperçu de ce que peut proposer le massif de Matarambéo comme découverte et comme extraordinaire potentiel archéo et biologique. Il faut juste qu'on y passe plus de temps. C'est pas en une expédition qu'on peut faire ça, mais nous, on a quand même réussi à ramener beaucoup d'informations qui vont permettre, là, dans les prochaines années, à d'autres expéditions de venir de manière plus ciblée. Et ça, c'est plutôt bien. Il faut commencer par quelque chose. Le premier bout est fait. Il faut se dire que là on est dans un vrai Éden, on vit quelque chose de fou là dans une forêt où il y a plein d'animaux, plein d'insectes, plein de plantes magnifiques, et il y a surtout des bruits et des odeurs qui nous envoûtent, il y a une ambiance particulière, mais que ça c'est à peine quelques kilomètres d'une zone où la forêt est totalement ravagée. On est sur une île où, il faut pas l'oublier, l'économie principale c'est l'huile de palme, c'est les mines. Alors heureusement pour le pays, c'est ça qui le fait vivre, mais malheureusement pour l'humanité tout entière, c'est un peu ça qui va l'amener à sa perte. Donc voilà, l'objectif de tout ça, c'est de réussir à trouver une manière de protéger ces petits Édens-là avant qu'ils disparaissent avec tout le reste.
bon ça. C'est bon. Ça fait vraiment l'homme des bois quoi. Alors ça fait 6 mois que je suis là et franchement le coin est agréable. Il y a une petite rivière sympathique, je me suis fait des amis. Allez, on va bosser bordel, on est par là pour s'amuser. Ah, je suis pas menti. Très bon. On a un autre point marquant de cette expédition, c'est le coup de chance ou le coup de génie de la part de Jean-Michel et Tanguy qui posent les pièges photos exactement à l'endroit où il fallait. Il y a des séquences de singes, mais à pisser de rire. C'est vrai. Il y a une troupe, je sais pas, 15, Oh, une vingtaine. vingtaine de singes, des petits, les adultes devant, derrière. Ça saute d'un tronc à l'autre. Et après, il y a les solitaires qui passent. Donc il y a le groupe et après il y a les solitaires, t'en vois un qui est posé tranquillou. Et le grand mammifère du coin, emblématique, un peu fantomatique aussi, puisqu'on a très peu d'images connues, et ben c'est l'anoa. L'anoa, c'est cette espèce de petit bovidé avec des cornes toutes droites tirées vers l'arrière qui a des comportements extraordinaires à voir pour la première fois en vidéo. C'est même super bien. Ça c'est bon ça. Excellent. Excellent, je te l'avais dit en nuit. Ouais. Donc voilà, ça c'est un résultat intéressant pour un animal qui a un capital sympathie local qui nous permettra peut-être de dérouler derrière ça une forme de programme de conservation avec ce qu'on appelle une espèce parapluie, c'est-à-dire on protège cette espèce pour mieux protéger les autres espèces du milieu. Ben voilà, je vais te montrer quelques images. Ah, t'en as eu. Ouais. C'est un individu qui est assez craintif, tu vois. Là, ils sont un peu toujours sur le qui-vive. Ça fait presque plus penser à une antilope qu'à une vache. Hein, Ouais. parce que... Complètement. Bah déjà, c'est tout petit. Ouais. Et tu vois, c'est vraiment adapté à la forêt, quoi. Il y a les cornes qui sont dans le prolongement de la tête, qui permettent de passer dans des zones de fourré. L'objectif de cette expédition, c'est de mettre l'exploration au service de la science pour essayer de collecter des informations, le maximum d'informations. Ces éléments-là, je vais pouvoir m'en servir pour demander le lancement d'une démarche de protection du massif de Mataram-Beo auprès du gouvernement indonésien. C'est fascinant de se dire qu'on est là les premiers à passer. On est en train de vivre un moment extraordinaire. J'aime bien les imprévus. C'est aussi ça qui fait le piment de ce genre d'expédition, c'est que tu sais pas ce que tu vas avoir juste derrière le virage à droite, derrière le virage à gauche. Et donc ça va être au jour le jour. On est perdu. On sait exactement comment y aller maintenant. On a appris énormément de choses, mais c'est ça aussi qui fait qu'on aura envie de revenir, qu'on a déjà envie de revenir.